Bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant les structures de contrôle de base dans un algorithme. Une structure de contrôle de base dans un algorithme permet de fixer l'enchaînement dans le temps de plusieurs énoncés en fonction de certaines conditions. En l'absence de structure, les instructions s'exécutent séquentiellement et sans condition, c'est-à-dire qu'elles s'exécutent d'une manière séquentielle, l'une après l'autre et sans contrôle. On distingue deux catégories de structures. Les structures conditionnelles permettent de choisir entre deux ou plusieurs énoncés en fonction du résultat d'un test. Structures répétitives permettent d'exécuter un certain nombre de fois le même énoncé, c'est une boucle dans le programme. Les tests réalisés sur ces structures portent sur des conditions qui peuvent être soit vraies, soit fausses. Souvent, les problèmes informatiques nécessitent l'étude de plusieurs situations qui ne peuvent pas être traitées par les séquences d'actions simples. Puisqu'on a plusieurs situations et qu'avant l'exécution, on ne sait pas à quel cas de figure on aura exécuté. Dans l'algorithme, on doit prévoir tous les cas possibles. Le langage algorithmique propose des structures de contrôle conditionnelles standards qui sont l'alternative complète, l'alternative incomplète, l'alternative imbriquée et l'alternative multiple. Commençons par l'alternative simple. Si, alors, sinon. Il s'agit d'un aiguillage à deux voies, l'une étant empruntée si la condition du test est vraie, l'autre voie si la condition est fausse. La syntaxe est la suivante. Pour exprimer une alternative complète, on procède de la manière suivante. Le mot-clé « si » permet d'énoncer la condition. Celle-ci sera évaluée pour voir s'il est vrai ou fausse. S'il est vrai, alors on exécute l'énoncé 1, c'est-à-dire l'ensemble des instructions contenues dans l'énoncé 1. Sinon, c'est-à-dire si la condition énoncée est fausse, alors on exécute l'énoncé 2. Ensuite, on met fin à la structure conditionnelle à l'aide des mots-clés fin-si. La condition énoncée entre les mots-clés si et alors est une variable booléenne qui renvoie soit vrai, soit faux. Autrement dit, quand un programme informatique est exécuté et que l'on arrive à une condition, alors si celle-ci est vraie, la machine exécute l'énoncé des blocs si et saute directement à fin si, en ignorant carrément le bloc sinon. Inversement, si la condition est fausse, alors la machine saute le bloc si et exécute directement l'énoncé des blocs sinon. Le programme passe directement à l'instruction qui suit le fin si. Dans notre syntaxe, énoncé 1, respectivement énoncé 2, peut être soit une action de base, c'est-à-dire action de lecture, action d'écriture ou bien affectation, ou bien une action composée, c'est-à-dire une séquence d'actions de base délimitée par les mots-clés début et fin, ou bien une structure soit conditionnelle, soit répétitive. Donc, s'il s'agit d'une structure conditionnelle de type alternative simple ou bien de type alternative incomplète, on parle d'alternative imbriquée, qu'on verra par la suite. Donc, prenons l'exemple suivant. Écrire un algorithme classement, appelé classement, qui permet de lire deux nombres entiers et de déterminer, c'est-à-dire cet algorithme détermine le plus grand, bien le maximum. Donc, à partir de l'énoncé de l'exemple, on peut tirer le nom de l'action, c'est-à-dire l'entête, la partie déclaration, et il ne reste que la partie manipulation. Donc, l'algorithme va porter le nom classement. Les variables à déclarer sont deux entiers A et B, donc deux variables de type entier. Le traitement à effectuer, c'est de comparer les variables A et B. Donc, voici l'algorithme classement qui fait la comparaison de deux nombres ou bien qui affiche le maximum de deux nombres. Donc, l'entête, c'est algorithme classement, ça c'est le nom de l'action. La partie déclaration contient seulement deux variables, donc les variables à comparer. Variable A, B, deux points entiers, c'est-à-dire des variables de type entier. Donc, cette instruction est valide pour l'allocation de la mémoire. Donc, dans la partie manipulation, on commence par l'instruction écrire, saisir deux entiers A et B. Lors de l'exécution de cette instruction, la machine affiche bêtement bien le message veuillez saisir deux entiers A et B tel qu'il est. Ensuite, lors de l'exécution de l'instruction lire AB,
la machine donne la main à l'utilisateur pour qu'elle puisse saisir deux entiers. Ensuite, il passe à la comparaison. Donc, si A est supérieur strictement B, alors l'ordinateur va afficher la valeur de la variable A est plus grand que la valeur de la variable B. N'oubliez pas que tout ce qui est entre apostrophes s'affiche bêtement. Sinon, dans le cas contraire, lorsque la condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire sa valeur est fausse, l'ordinateur va afficher le message suivant. La valeur de la variable B est plus grande que la valeur de la variable A. Fin 6, c'est pour indiquer la fin de la structure conditionnelle. Finalement, l'ordinateur affiche le message ou bien le texte au revoir tel qu'il est, bêtement, sans aucun traitement, puisqu'il est placé entre deux simples cotes. Dans une structure alternative simple, la partie sinon ou bien le bloc sinon n'est pas obligatoire quand elle n'existe pas et que la condition est fausse. Aucun traitement n'est réalisé. Dans ce cas, on parle de l'alternative incomplète. Le deuxième type de structure conditionnelle est l'alternative incomplète. Dans certains cas, ou bien dans certaines situations, on ne désire rien faire si la condition est fausse. Alors, dans ce cas, on supprime la partie sinon et on note si, donc le mot-clé si permet d'énoncer la condition, celle-ci sera évaluée pour voir s'il est vrai ou fausse. S'il est vrai, alors on exécute l'ensemble des instructions contenues dans l'énoncé 1 et on sort de la structure grâce au mot-clé fin si. Le troisième type de structure conditionnelle est l'alternative imbriquée. Il s'agit d'une structure qui regroupe en son sein les structures alternatives conditionnelles. L'imbrication des conditions, c'est le fait de mettre une condition dans une autre. La syntaxe de la structure conditionnelle imbriquée est la suivante. Si la condition 1 est vraie, on doit vérifier la condition 2. Si la condition 2 est aussi vraie, on exécute l'énoncé 1. Sinon, c'est-à-dire si la condition 2 est fausse, de plus la condition 1 est vraie, on exécute l'énoncé 2. Mais si la condition 1 est fausse dès le départ, on exécute directement l'énoncé 3. Prenons l'exemple suivant d'un algorithme qui reçoit un entier et qui décide si ce dernier est strictement positif, nil ou bien strictement négatif. Dans ce cas, si la première condition n'est pas vraie, ce qui signifie que le nombre n n'est pas strictement supérieur à 0, c'est-à-dire n'est pas strictement positif, alors on ne peut pas prédire avec précision si n est nul ou bien strictement négatif. Il faut donc prévoir une autre condition dans le bloc sinon. Si cette première condition est vraie, alors on peut en déduire avec exactitude que le nombre n est strictement positif, sans avoir besoin de vérifier d'autres conditions. Notez que toute structure conditionnelle si doit être clôturée par fin si. Autrement dit, il faut déclarer autant de fin si que de si. Maintenant, l'algorithme que l'on vient de voir peut s'écrire de la façon suivante. Vous avez remarqué qu'on a utilisé 3 structures incomplètes indépendantes. Le résultat de l'exécution sera donc le même, mais l'algorithme dans ce cas n'est pas le meilleur, il n'est pas optimal. Car la machine doit exécuter ou bien évaluer la condition 1, puis la condition 2, puis la condition 3, quelle que soit la véracité ou bien la valeur de vérité de la condition 1 et de la condition 2. Pourtant, on sait que si la condition 1 est vraie, automatiquement les deux autres conditions sont fausses. Mais nous ne l'avons pas mentionné dans l'algorithme. Donc il est préférable d'éviter ce genre de traitement et utiliser le bloc si et sinon ainsi que les imbrications. Remarquez que dans le deuxième algorithme, le programme vérifie 3 conditions, alors que dans le premier algorithme, si au départ le nombre saisi par utilisateur est strictement supérieur à 0,
Le programme ne vérifie qu'une seule condition. Conseil, utilisez les tests imbriqués pour limiter le nombre de conditions à vérifier et placer d'abord les conditions les plus probables. Exercice. Donc, le prix de photocopie dans une reprographie varie selon le nombre demandé. 0,5 dirham la copie pour un nombre de copies inférieur à 10 et 0,4 pour un nombre compris entre 10 et 20 et 0,3 au-delà de 20 copies. Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur le nombre de photocopies effectuées et calcule et affiche le prix à payer. Voici la réponse. Algorithme photocopie, donc le nom de l'action c'est photocopie. On doit déclarer deux variables. C c'est un entier, le nombre de copies il est toujours entier. Par contre, prix c'est un nombre réel, donc une variable du type réel. Premièrement, la machine demande le nombre de photocopies. L'utilisateur répond par le nombre de copies. Si le nombre de copies est inférieur strictement à 10, alors le prix c'est la quantité fois 0,5. Sinon, on ne peut pas prédire le prix parce qu'on a deux cas de figure qui se présentent. Si il est entre 10 et 20, le prix c'est C fois 0,4. Sinon, c'est-à-dire si le nombre est supérieur strictement à 20, le prix c'est C fois 0,3. On sort de la structure, ensuite on affiche le prix payé et prix. Le quatrième type de structure conditionnelle est la structure conditionnelle à choix multiples ou structure sélective. Cette structure constitue une autre façon d'exprimer la structure conditionnelle imbriquée vue précédemment. Lorsque le nombre de cas est assez grand, un programme avec une structure imbriquée devient un peu lourd à écrire puisqu'il renferme beaucoup d'imbrications. Dans ce genre de situation, il semble plus judicieux de se servir de la structure conditionnelle à choix multiples. En effet, cette structure se comporte presque de la même façon qu'une structure alternative imbriquée, c'est-à-dire qu'elle traite juste le cas qui est vrai et ignore les autres cas, mais elle est plus facile à représenter. La structure à choix multiples est représentée de la manière suivante. K, expression, vont. En fait, expression représente généralement une variable. Cette variable peut avoir plusieurs valeurs et selon la valeur qui lui est attribuée, un traitement différent s'ensuit. Par exemple, si la valeur de la variable expression est valeur 2, c'est l'énoncé 2 qui sera exécuté. Si la valeur de la variable expression est valeur 1, c'est l'énoncé 1 qui sera exécuté. De même, si la valeur de la variable expression c'est valeur n, c'est l'énoncé n qui sera exécuté. Si aucune des valeurs prévues n'est attribuée à expression, alors le bloc autre est exécuté, c'est-à-dire qu'un traitement que l'on appelle traitement par défaut sera fait. Comme déjà expliqué, expression peut être une simple variable ou pouvant intervenir d'autres variables. Si la valeur de la variable expression est valeur i, c'est le bloc contenant l'énoncé i qui sera exécuté et tous les autres blocs seront ignorés. Voici un exemple de la structure à choix multiples, un algorithme qui détermine le jour d'une date. Algorithme jour d'une date, variable JMA formule choix sont des entiers. Donc la machine demande à l'utilisateur de saisir la date sous forme de JMA, le jour, le mois et l'année. Lire JMA, c'est-à-dire la machine donne la main à l'utilisateur de saisir les entrées. La variable formule reçoit J plus la partie entière de 2,6 fois le mois moins 2 plus l'année plus la partie entière de l'année sur 4. Rappelons que la partie entière d'un nombre réel x est le plus grand nombre entier relatif inférieur à x. Par exemple, la partie entière de 4,5 est 4, la partie entière de 0,1 est 0, la partie entière de moins 1,2 c'est moins 2. Ensuite, choix reçoit reste de formule 7. Rappelons que reste formule 7
C'est une fonction qui renvoie le reste de la division euclidienne de formule par le nombre 7. Si la variable choix égale à 0, alors c'est samedi. Si la variable choix égale à 1, alors c'est dimanche, ainsi de suite. Si la variable choix vaut 6, alors c'est un vendredi. Sinon, il s'agit de saisie erronée. Et vous pouvez vérifier vous-même par la date.